Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 8e pitch qui se déroule donc à Ville-la-M. Alors, Ville-la-M, c'est beaucoup de choses à la fois. Un état d'esprit surtout, un concept, un lieu, des espaces où on se passionne pour la santé, ses innovations, ses acteurs et tous les moyens de préserver sa santé, la prévention en premier lieu. Alors, la salle est bien remplie ce soir, ce qui traduit probablement un niveau de préoccupation des participants renforcé malheureusement par une actualité récente concernant le thème que l'on va aborder ce soir, qui est celui de l'état de la santé de nos adolescents. Alors, pour en débattre, deux intervenants, le docteur Lola Fourcade, pédopsychiatre, qui est médecin praticien à l'hôpital des enfants malades de Paris, Necker, et le docteur Hervé Lefebvre, qui est pédiatre et chef de service adjoint à la maison de Solène, à l'hôpital Cochin. Vous êtes tous deux fondateurs d'un site d'information professionnelle, ou monsieur est fondateur, pardon, vous rêviez de l'être, d'un site d'information professionnelle Adomed, adolescence et médecine, voilà, réservé aux professionnels de santé. À la fin, donc ce pitch va durer 1 heure, mais un bon quart d'heure sera consacré à la fin au jeu des questions-réponses, et puis nous poursuivrons après autour d'un cocktail et pour discuter librement, parce que c'est tout l'intérêt du speech aussi, c'est de mêler des professionnels de santé et des non-professionnels de santé et de penser la santé de demain ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Donc, je suis le docteur Fourcade, je suis pédopsychiatre. Alors, je travaille effectivement, je suis rattachée à l'hôpital Necker, mais je travaille actuellement essentiellement, c'est comme ça le micro, en libéral. Voilà, je suis médecin en libéral actuellement et j'ai longtemps travaillé dans d'autres contrées, hors dehors du périphérique, puisque j'ai dirigé une unité fermée pour adolescents au Kremlin-Bicêtre et dirigé aussi une unité pour enfants de 4 à 12 ans atteints de pathologies diverses, mais entre autres de troubles autistiques extrêmement sévères. Voilà. Et j'ai coordonné 2 unités, une à Necker et une à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui concernaient la question de la maltraitance. Voilà, donc ces fameuses unités maltraitance. Donc je dirais que dans mon parcours, j'ai un regard assez large sur la question de la pédopsychiatrie. J'ai eu la chance de travailler avec le docteur Lefebvre, notamment dans mon travail, dans mon exercice à Necker, et notamment dans cette période bénie du Covid, puisque je coordonnais à ce moment-là, j'étais responsable des urgences et de la liaison pédopsychiatrique à l'hôpital Necker. Et devant la catastrophe que nous avons traversée, nous nous sommes rapprochés et entraînés avec les pédiatres pour pouvoir un peu endiguer la crise qui a eu lieu à ce moment-là sur le plan psychique, dont on va parler ce soir et qui dure toujours aujourd'hui. Donc je suis ravie de faire ce topo en regard croisé pédiatre et pédopsychiatre, puisque c'est une des questions aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut accueillir et entendre les ados. Et vous savez bien que l'adolescence est déterminée par la question du début de la puberté, donc c'est le corps qui donne théoriquement le signal de départ de l'adolescence, alors que c'est un processus qui est à la fois somatique et psychique, bien sûr. Et donc, on est obligé, quand on accueille des ados, d'écouter le corps et l'esprit, puisque cette mutation kafkaïenne, je dirais qu'elle va être un processus qui se développe forcément d'un côté et de l'autre et qui va valoir que dans nos pratiques aussi, on essaie d'articuler ce dialogue. Même si les questions sont à la fin, moi je trouve qu'il y a un intérêt dynamique s'il y a quelque chose qui vous interpelle vraiment ou qui vous choque ou qui est d'actualité particulièrement, à ce que vous puissiez quand même oser m'interrompre. Et je trouve ça d'autant mieux qu'on puisse, interagir en direct, parce que ça rend les choses quand même beaucoup plus vivantes sur un sujet qui n'est pas très gai. Spoiler alerte, les ados vont pas très bien. C'est la fin du pitch. Mais du coup, voilà, autant qu'on en parle. Ah, ça marche pas. Ça marche. Je vous ai remis ces définitions, pas pour m'étendre dessus, mais
Pour vous rappeler effectivement que la question de la santé, c'est déjà une définition assez complexe. Vous savez bien que c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Moi, j'ai jamais atteint ça, hein. Ça pêche parfois sur le plan social quand je vais bien mentalement et vice-versa. Mais néanmoins, c'est pas juste une absence de maladie et d'infirmité. Et je vous ai remis aussi cette définition que j'ai trouvée, qui est assez étonnante à plusieurs titres, qui est que la santé, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Je me suis dit qu'on était fichus avec ce genre de définition. Le capitalisme a complètement gagné, quoi. Et vu le nombre de burn-out que je reçois adulte depuis le Covid, je me dis qu'on a intérêt à relire nos définitions de base. Qu'effectivement, le but, c'est pas qu'on soit productif. Et effectivement, je l'ai mise parce que dans ma pratique avec les adolescents, je suis confrontée, vous l'imaginez bien, non pas à un interlocuteur, mais à 3 au minimum, voire à 15 quand il y a l'équipe pédagogique du collège ou du lycée, et que la question de la productivité des ados, c'est une question incessante. Ils sont souvent très productifs sur YouTube ou sur Netflix ou sur TikTok, mais moins au collège. Et est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Parfois, je ne sais pas. Donc, en tout cas, rendre un ado productif, pour moi, ce n'est pas le signe d'une bonne santé mentale. Donc, j'ai mis ça pour qu'on puisse en discuter. Et après, il y a un rapport, professeur Moreau et Brison, en tout cas, qui ont fait. Et je trouve que la première phrase de ce rapport est beaucoup plus intéressante du côté de la santé mentale, puisqu'elle dit que la santé est un bien qu'il faut conquérir et conserver. Et je crois que pendant le Covid, on a vu ça. On n'a jamais eu une telle épidémie de joggeurs pour conserver leur santé mentale, parce qu'il s'agisse bien de la tête, pas des jambes. Et le bien-être n'est ni le confort, ni le contraire de l'effort. Le bien-être, c'est être bien. Et je pense que ça, c'est déjà pas mal. Et c'est beaucoup ce qui va se jouer dans le conflit adolescent avec les interlocuteurs de l'ado, c'est-à-dire comment on fait pour être bien. Voilà. Et dans cette séparation nécessaire et cette subjectivation de l'adolescent, l'acquisition de l'autonomie concernant son bien-être à lui, c'est-à-dire de lui, est-ce qu'il considère que dormir 5 heures par nuit, c'est nécessaire pour sa santé ou suffisant ? C'est toujours une vraie question. Je vous rappelle quand même, du coup, que depuis 2005, en tout cas, il y a eu beaucoup d'alertes sur la santé mentale. Donc, ce n'est pas juste après le Covid, même si les chiffres que je vais vous montrer sont alarmants. Mais déjà, à la conférence ministérielle européenne sur la santé mentale à Helsinki en 2005, tout le monde s'est accordé sur le fait que la santé mentale des ados devenait une priorité au niveau européen. Et je vous rappelle aussi que depuis les années 90, la France est un pays signataire de la Déclaration des droits de l'enfant. On a signé après la Suède parce qu'on est toujours en retard sur IKEA, mais on est quand même le 2e pays à avoir signé. Et chaque année, c'est le 20 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant où effectivement on est particulièrement attentif dans les cellules maltraitance à travailler sur tout ça. Donc, vérité de la palisse, la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Il n'y a pas de santé sans santé mentale, voire, et le docteur Lefebvre en parlera bien mieux que moi, beaucoup de pathologies organiques sont en fait psychiques. J'ai reçu ce matin dans mon cabinet un jeune de 24 ans qui a fait des douleurs d'infarctus dans le métro et qui portait le masque d'une dépression tellement ancienne qu'elle n'est pas traitée depuis au moins 6 ou 7 ans. Et quand on a parlé des poches sous ses yeux, il m'a dit « c'est normal, c'est parce que je m'interdis de pleurer, donc je pense que toutes les larmes sont là ». Et il a une infection des canaux lacrymaux, au-delà de ça. Mais néanmoins, effectivement, le corps et l'esprit vont toujours ensemble et c'est une question qui va se poser sans cesse. Moi, j'ai été un peu interpellée par ce sondage. Donc, l'association Psychodone, c'est un peu le téléthon de la santé mentale. Ils font plein de concerts pour récupérer de l'argent et déstigmatiser la maladie mentale. Mais ils ont fait ce sondage dont on peut questionner les biais de sélection de la population interrogée. Mais quand même, 1 jeune sur 4 déclare être malheureux. Alors moi qui croyais que le spleen n'était plus à la mode, je me dis c'est bon, Baudelaire a ses heures de gloire. Mais néanmoins, 24% des jeunes disent avoir des idées suicidaires au quotidien. C'est colossal, c'est 1/4 des jeunes qui pensent à mourir. Et un des trucs sur lesquels j'alerte quand même, et ça c'est un chiffre plutôt officiel dans tous les rapports statistiques, c'est que la moitié des troubles mentaux se manifestent avant l'âge de 14 ans. Donc il est indispensable, c'est vrai que la pédopsychiatrie c'est un peu la danseuse étoile, tant sur le plan des moyens qui y sont délégués que sur la quantité effectivement de patients qu'on a par rapport à la psychiatrie adulte. Mais néanmoins, il est certain qu'un ado qui va mal, il va vite falloir savoir s'il va mal contextuellement, si c'est l'adolescence ou si vraiment là, on est dans le registre de la maladie mentale. Évidemment, toutes les années
de vies perdues. C'est la première cause d'invalidité, d'années vécues avec une invalidité, la maladie mentale. La dépression, qui est largement stigmatisée. La plupart des gens qui viennent me voir me disent « mais je suis pas fou » quand ils ont juste une dépression. Et pour eux, c'est déjà un stigmate de la folie qui débute. C'est la première cause, une des principales causes d'incapacité, voire la première dans certaines régions de France. Et c'est vrai qu'il y a une inégalité régionale quand on regarde les cartes. C'est 14% des dépenses totales de santé, ce qui a beaucoup baissé. Avant, c'était 25%. Et en fait, je pense que le Covid a repris le dessus, mais ça va pas tarder à revenir. Mais surtout, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. Et alors, dans le rapport du Haut Comité de l'enfance et de la famille, il y a quand même écrit qu'il existe des stratégies et des interventions intersectorielles, puisque la pédopsychiatrie est organisée comme la psychiatrie par secteur, qui ont un bon rapport coût-efficacité pour promouvoir, protéger et recouvrer la santé mentale. Et ça va nous intéresser particulièrement parce qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est qu'il n'y a plus d'accès à ces dispositifs parce que tout est saturé, que la démographie médicale et paramédicale ne permet plus de répondre aux besoins qui ne font que croître et qu'en fait, il y a un effet ciseau d'augmentation de la demande et de baisse des capacités de réponse. Donc, effectivement, il y a des dispositifs efficaces et en France, on a un abord du soin et de la santé mentale qui est particulièrement astucieux. Je dirais qui a fait fi un peu des querelles de chapelle, qui utilise autant la psychanalyse que les thérapies comportementales, que la neurobiologie, mais on n'a plus de moyens humains et donc on n'arrive plus à soigner correctement. Voilà. Et c'est ce que l'épidémie du Covid a un peu mis en lumière. Donc il y a un double enjeu de santé publique actuellement autour de la pédopsychiatrie. La question de la prévention, puisque nous sommes ici à la Villa M autour de ces questions-là particulièrement, et la prévention donc non pas juste de la maladie immédiate de l'adolescent, mais de toute la vie de nos adolescents et de nos futurs adultes. Et surtout, on a un autre problème épidémiologique, puisque ça a été une partie de mes études, entre autres, qui est la difficulté d'avoir des mesures fiables. Mesurer le bien-être, c'est beaucoup plus complexe à mesurer d'un point de vue statistique que mesurer la maladie ou la souffrance. Voilà. Très difficile de qualifier la maltraitance par négligence, alors que la maltraitance active par brûlure de cigarette, ça c'est beaucoup plus quantifiable. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pour autant, les catastrophes qui en découlent sont tout aussi terribles. Donc, on est dans un vrai problème de recueil des données. Et quelque chose d'assez clair que vous allez voir, c'est que je vais vous présenter les données actuelles sur les idées suicidaires et les passages aux urgences pour idées suicidaires ou passages à l'acte suicidaire. Sauf que, bien sûr, ces chiffres ne prennent pas en compte les ados qui débarquent dans mon cabinet, qui me disent « Ah oui, la semaine dernière, je suis rentrée, ça allait pas, j'ai pris 7 Doliprane. » Et puis, c'est passé à l'as. Bien évidemment. Un ado qu'on voit en consulte pédiatrique à qui on dit « ça t'arrive d'avoir des idées suicidaires », il est possible qu'il réponde et il est possible que ça passe à la trappe. Donc c'est vrai que ces chiffres sont globalement largement sous-évalués. Les réseaux, il y en a pourtant beaucoup. Il y a bien sûr les études ponctuaires hospitalières. Vous savez qu'en MCO, maintenant, on cote tous les diagnostics. Déjà, la surcharge des médecins à l'heure actuelle fait que c'est largement sous-coté aussi. L'aspect psychiatrique, je suis à peu près sûre que dans tous les dossiers d'ulcère de stress, il n'y a pas dépression ou trouble anxieux qui est coté par ailleurs, donc c'est largement sous-évalué. Il y a aussi le réseau Vigilance, qui est une nouveauté française, inspirée de modèles outre-mer, mais qui sont néanmoins extrêmement pertinents. Aujourd'hui, si vous faites une tentative de suicide, ou si vous passez dans un service d'urgence pour des idées suicidaires, vous faites partie, vous êtes inclus dans le réseau Vigilance, quel que soit votre âge, et vous êtes rappelé à 24 heures, à 48 heures, à une semaine, à 3 semaines, par des professionnels qui sont encadrés par des médecins et des infirmiers, mais qui sont formés au repérage de la persistance des troubles suicidaires et à la possibilité d'orienter immédiatement les gens en détresse. Donc ce réseau Vigilance fournit des statistiques régulières sur la santé mentale actuelle et constitue un réseau de prévention et de soutien colossal. Voilà. Au secours, c'est un réseau statistique qui quantifie les passages aux urgences. Coviprev, Covimater, Confiado, comme ça, c'est toutes les études qui ont été faites autour du Covid et qui sont encore menées sur les conséquences du Covid. CEPIDC, c'est les études de décès liés à des morts par suicide ou d'autres. Le bulletin épidémiologique est une source, les enquêtes en milieu scolaire, enfin bref, il y a beaucoup d'enquêtes que vous pouvez consulter, mais toutes, elles donnent des chiffres très différents du fait de cette difficulté de mesurer statistiquement les choses. En santé mentale, en plus dans les études, quand on les parcourt, en fait, on se confronte à 3 catégories qui sont évaluées régulièrement. La santé mentale positive, c'est plus compliqué à évaluer, c'est comment vous sentez-vous. Est-ce que vous êtes heureux ? Pourquoi vous êtes heureux ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Et même malgré la difficulté qu'on a aujourd'hui à évaluer cette donnée-là, on sait qu'elle a baissé de 5 points par rapport à 2017-2019. Donc il y a globalement une perception beaucoup plus négative
de sa santé mentale des Français depuis cet épisode du Covid. La détresse psychique réactionnelle, on va la voir, vous allez voir les courbes, elles sont assez illustratives puisque il s'est rien passé pendant le premier confinement et à la sortie du premier confinement, tout a explosé et on n'est toujours pas revenu au niveau de 2017-2019. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'en fait, le Covid a eu un effet de catalyseur. C'est-à-dire que normalement, en pédopsychiatrie, au fil de l'eau, on sait bien qu'on voit arriver des pathologies psychiatriques sévères et graves qui se déclenchent au fur et à mesure, avec des familles qui souvent, poulet l'œuf, on dira, mais en tout cas, ont des systèmes de fonctionnement familial pathologiques. Et donc, on est obligé de prendre en charge un enfant, sa famille, son environnement. Et en fait, le Covid a effectivement eu un effet de catalyseur en privant, je dirais, toutes ces familles et tous ces jeunes d'une possibilité d'accès au socius qui était parfois un échappatoire, en instillant la crainte permanente de la pulsion de mort constante qui allait leur tomber dessus. Et on a vu arriver des flopées de décompensation de pathologies psychiatriques lourdes qui se manifestaient principalement par des épisodes dépressifs caractérisés, donc ça a pris 7 points, par des troubles anxieux, ça a été massif, ça a pris 11 points, et par des troubles du sommeil qui se sont largement aggravés, et ce, même parmi les plus petits. Les troubles du sommeil, ça a été le symptôme des 4-10 ans. La spécificité de la pédopsychiatrie, c'est effectivement qu'un enfant seul, ça n'existe pas, et que mon travail consiste à la fois à accueillir des êtres en développement, donc aussi à avoir une certaine modestie et une certaine humilité dans la possibilité de formuler des diagnostics, puisqu'il faut parfois que jeunesse se passe, mais il ne faut pas passer à côté de difficultés qui pourraient se pérenniser, donc il y a cet enjeu-là. Et à la fois, évidemment, la psychiatrie, elle est toujours intriquée avec le scolaire, le social et le juridique. Un enfant, c'est aussi un citoyen de l'État, très tôt, et dans ma pratique, dans une unité fermée, il m'est arrivé très souvent d'avoir à faire des informations préoccupantes, des signalements, d'imposer des hospitalisations sous contrainte, parce que l'état de la famille et de l'environnement ne permettait pas d'apercevoir la gravité de l'état d'un jeune. Et bien évidemment, c'est terrible quand on en arrive là, mais parfois on n'a pas le choix. En tout cas, on est obligé de travailler dans un réseau de partenaires qui sont tout à fait pluridisciplinaires. Je vous rappelle quand même qu'en France, malgré nos préventions du suicide, on a un des taux les plus élevés d'Europe de suicides réussis et accomplis. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et je vous ai mis les chiffres, vous verrez, il y a plein de chiffres qui arrivent, mais en tout cas, je trouve que le chiffre le plus parlant, donc EDC, ça veut dire épisode dépressif caractérisé. Vous voyez qu'en fait, ça a augmenté de façon massive pendant l'épidémie du Covid, et ça persiste, puisqu'aujourd'hui, en fait, en 2022, après le Covid, à la fin du Covid, on était toujours à 17% de dépression évaluée, donc signalée, et c'est largement sous-évalué, par rapport à 9% qui est le chiffre de base. Voilà. Les troubles du sommeil sont majeurs et persistants, les idées suicidaires persistent aussi, et l'anxiété est globale parmi les jeunes. Et je trouve que ce chiffre, qui est tellement caricatural de ce qu'on a vécu quand on a traversé cette épidémie du Covid, pendant l'épidémie, entre juillet-août 2019 et mars-avril, les entrées à Robert Debré de moins de 15 ans pour tentative de suicide ont augmenté de 300%. 299% d'augmentation. Voilà ce à quoi on a fait face, dans une difficulté concrète, qui était qu'en fait, les jeunes étaient hospitalisés dans des lits de pédiatrie, avec des professionnels de santé qui, malgré toute leur bonne volonté, n'étaient pas formés à accueillir des jeunes avec des troubles psychiatriques ou des idées noires, qu'on a dû former à toute vitesse, dans des conditions parfois peu sécurisées. Il y a eu des décès par suicide à l'hôpital, à Saint-Antoine, à Necker. Enfin, je veux dire, il y a eu plusieurs cas dramatiques parce que le réseau de soins n'a pas pu s'adapter à une crise telle que celle qu'on a vécue sur le plan psychique. Donc, les courbes, là, je vous le dis parce que c'était un peu laborieux de mettre la signification. En bleu clair, c'est 2020. En bleu foncé, c'est 2021. Et en rose, c'est 2022. Donc, en fait, ça ne fait qu'augmenter depuis le Covid. Voilà. C'est pareil pour les gestes suicidaires, même si du coup, vous voyez qu'il y a plus d'idées suicidaires que de gestes réalisés, ce qui est quand même une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'on arrive à réinstaurer des dispositifs de prévention du passage à l'acte. Et c'est particulièrement parlant chez les 11-17 ans. Vous avez donc cette courbe bleu clair qui montre bien ce qui s'est passé entre les deux confinements. Tout ça sera à disposition en ligne. Il faut que j'avance, je pense, pour que tu puisses prendre la parole aussi. En tout cas, voilà, effectivement, la difficulté à mesurer le bien-être me pose, moi, la question régulière du rapport normatif dans notre société à la question du bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être heureux, quoi. C'est presque une injonction. En fait, on n'a pas le droit de traverser une période un peu compliquée, on n'a pas le droit
de pas aller bien. Enfin, à ce moment-là, c'est pas normal, il faut absolument s'en préoccuper. Même le deuil doit être écourté pour certains. Enfin, voilà, j'ai une petite fille au jour de 10 ans qui me disait tu vois, mon portail du deuil, ma grand-mère vient de mourir, ça ouvre la porte de l'amour, donc il faut que je me concentre sur l'amour que je ressens. Je disais, bah non, en fait, c'est nul, quoi, tu peux pleurer, hein, c'est vraiment naze, en fait, que ta grand-mère soit morte. Et ça paraissait impossible, quoi. Les parents me disaient, mais si elle pleure, nous, on va trop mal. Eh oui, enfin, bon, quand même. Voilà. Ce qui est spécifique à la pédopsychiatrie aussi, c'est que dans mon métier, je suis confrontée à des modèles éducatifs tout à fait variés. Hein, et des conceptions éducatives qui vont de Montessori à ce qu'il y a chez les jésuites, quoi. Enfin, je vais vous dire, c'est très vaste. Et qu'il y a à faire la part des choses entre un projet éducatif et quelque chose qui finalement ne permet pas l'éclosion et l'installation de la subjectivité d'un jeune. La question du lien de causalité est très complexe en pédopsychiatrie. La première chose qu'on perd avec la poche des os quand on accouche, c'est la sérénité. Hein. C'est ce que je dis à toutes les mamans quand je les croise. Je leur dis, écoutez, c'est fichu. Je vois beaucoup de mères bébés, je dis là, c'est la sérénité que vous avez perdue pour toujours, parce qu'à chaque fois qu'il se passera un truc, vous direz qu'est-ce que j'ai fait. Ou plutôt, qu'est-ce que j'ai mal fait. Donc, effectivement, la question de la causalité elle est quand même très problématique, puisqu'il n'y a jamais une causalité unique. Hein. Et dans les troubles pédopsychiatriques les plus sévères, probablement que l'état de la science aujourd'hui ne permet pas de parler de la causalité génétique qui est derrière tout ça, mais qu'elle existe pour certains patients. Je me dis quand même, des troubles aussi sévères, aussi précoces, j'ai rarement vu ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà. Des familles dysfonctionnantes, j'en vois aussi. Des causalités à cause de l'ambiance globale, j'en vois. Mais je pense qu'il faut se méfier des causalités uniques. L'évolution et la durée de diagnostic, c'est là où je vous parlais de ma modestie, c'est-à-dire de mon humilité. C'est-à-dire qu'effectivement, je me refuse à donner des diagnostics trop rapidement. Parfois, ils deviennent beaucoup plus nets à partir de 15-16 ans, mais il faut quand même être très vigilant. Parce que avant la fin de l'adolescence, avant 25 ans, je pense qu'il faut laisser aussi un sujet trouver sa voie, y compris dans sa singularité. Il y a des pathologies spécifiques de l'enfance qui sont très peu connues, et il y a beaucoup moins de sujets, ce qui fait de nous la danseuse étoile. Il faut que j'avance vite, c'est ça? Non. Et du coup, qui fait qu'on a peu d'études médicamenteuses, même si l'Agence européenne du médicament vient d'imposer que les médicaments psychiatriques est maintenant une étude en population pédiatrique, mais en fait, il n'y a pas d'AMM pour les médicaments, les psychotropes en pédopsychiatrie, donc on fait de l'art, quoi. On ne fait pas de la science, hein, on improvise. Bien sûr que les questions principales aujourd'hui, les axes gouvernementaux, ont tourné autour des troubles du spectre autistique, beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on a mis en place d'énormes politiques de dépistage parce que c'est devenu extrêmement médiatisé. Et bien, la situation, je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on dépiste hyper bien et puis on dit à des gens qui ont un bébé de 18 mois, alors c'est sûr, il est autiste et du coup, adressez-vous au CMP et il y a 18 mois de délai d'attente. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des diagnostics qui sont comme des épées de Damoclès et des couperets sur la tête des familles et des enfants en leur disant qu'en fait, on ne peut pas les prendre en charge après. Parce que tout le fric a été mis dans les plateformes, le renfort du dépistage premier, ce qui était nécessaire. Hein. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de former les professionnels de la toute petite enfance à accompagner ces enfants-là, alors qu'on sait que pour certains autismes, la prise en charge précoce, extrêmement intensive, permet une régression des troubles. Donc, c'est vrai que, et en plus, comme il y a eu un combat, querelle de chapelle massive autour de l'autisme, dont l'histoire est simple. Hein. Au départ, personne ne voulait s'en occuper à part les psychanalystes, donc les psychanalystes s'en sont emparés. Puis finalement, on a trouvé que ça apportait un peu d'intérêt, donc la science s'en est mêlée. Et du coup, on a dit que les psychanalystes, c'est n'importe quoi et qu'ils accusaient les mères. Donc du coup, la science a repris le truc et a viré la psychanalyse. Mais au final, ça fait à chaque fois qu'appauvrir les interlocuteurs, alors que chacun pourrait tout à fait trouver sa place. Voilà. Néanmoins, aujourd'hui, on est toujours pris dans ces querelles qui ne permettent pas qu'il y ait des soins efficients pour cette population qui a besoin de soins rapides, parce qu'il y a quand même une partie des troubles qui peut être réversible ou en tout cas améliorée pour favoriser l'insertion de ces populations-là. La dépression, l'enjeu de la prise en charge, c'est vraiment la déstigmatisation. Avoir un ado déprimé, c'est terrible pour tout le monde. C'est terrible pour la famille, c'est terrible pour l'environnement, c'est terrible pour le social, c'est insupportable. Et dire, écoutez, là vraiment, il y a une vraie dépression, on n'est plus dans quelque chose de réactionnel, il y a quelque chose qui s'est engagé sur le plan neurobiologique et qui va imposer, malgré la thérapie, la nécessité de la prescription de psychotropes, c'est toujours un combat. Voilà. Donc, c'est vrai que la dépression, elle touche de plus en plus de jeunes, aussi du fait du délai d'accès aux soins de psychothérapie rapide, qui permettrait que les dépressions réactionnelles au tout début puissent être prises en charge et accompagnées. Donc, en fait, on a plus de dépressions sévères parce qu'on a un retard de prise en charge. Aujourd'hui, il y a énormément d'épisodes dépressifs majeurs qui doivent être traités à l'adolescence. Voilà. Les troubles anxieux,
sont très visibles. Parce que du coup, eux, c'est les plus bavards. C'est-à-dire que quand on va plus à l'école, qu'on a une phobie sociale, on s'en occupe beaucoup plus vite que le petit discret au fond de la classe qui pour autant délire plein tube et va très mal. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème de repérage, celui-là qui dit rien. Alors que les troubles anxieux qui arrêtent toute scolarisation, eux, tout de suite, on est au courant par 20 moyens différents. Donc les troubles anxieux, il y en a beaucoup. Et c'est parfois moins grave, en fait, finalement. Mais par contre, là, il y a une exigence de performance sociale qui nous tombe dessus et qui est très incisive et qui, quelque part, parfois entrave la nécessité de la temporalité psychique qui est bien différente de notre temporalité de tous les jours. Mais toutes les petites névroses qui, quand même, entravent beaucoup le quotidien, parce que quand on fait 46 fois le signe de croix avant de sortir de chez soi, ça ralentit quand même le fait d'arriver à l'heure à l'école. Les petits troubles hystériques, parce que quand même, j'ai eu des jeunes filles qui avaient la main coincée comme ça, et c'était pas juste pour porter le sac à main, et ça les entravait beaucoup dans l'écriture. Tous ces troubles-là, somatoformes, dont tu t'occupes, les troubles alimentaires, n'ont plus de place dans le système, parce que le système est saturé. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, le rapport de 2023 du Haut Conseil de la famille et de l'enfance dénonce cette situation alarmante, l'effet ciseau d'augmentation de la demande et d'appauvrissement de l'offre de soins. Les enfants, du coup, sont reçus essentiellement par des médecins généralistes qui sont extrêmement participants et qui sont à l'écoute, mais qui sont peu formés à la fois dans les études de médecine et après. Et du coup, il n'y a que 30% des enfants qui sont reçus par un pédiatre, qui a quand même peut-être plus l'habitude de recevoir ces populations-là. Évidemment que ça entraîne une majoration de la prescription de psychotropes un peu erratique. Et il y a très peu de lieux de soins, très peu de lits d'hospitalisation temps plein, beaucoup d'ambulatoires. Mais même l'ambulatoire est saturé. J'ai mis que le temps d'attente moyen des CMP, c'était 6 mois, 1 an. Mais ça, c'est à Paris intramuros. Parce qu'il y a certains CMP pas très loin. Montreuil, là, c'est 4 ans de délai d'attente. Quand vous êtes sur la liste d'attente, ce qui permet de sortir de l'adolescence. C'est efficace. Et bien sûr, la surspécialisation de certains centres, à la demande du gouvernement, sur les troubles des apprentissages, sur les TDAH. C'est très à la mode aujourd'hui d'être HPI, plus TDAH, plus TOP, plus tout ça. Cette surspécialisation, elle fait que l'enfant est découpé en succession de symptômes dont je trouve, moi, l'efficacité de somme toute tout à fait discutable. Donc, on vit dans un monde de paradoxes. J'avance. La préconisation, c'est évidemment la psychothérapie en première intention, mais il faut des moyens humains, un remboursement correct, et ça n'existe pas. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de prescriptions peu encadrées, et se pose la question aujourd'hui des IPA, les infirmières de pratique avancée, qui vont peut-être permettre qu'on avance un peu là-dessus, ce qui existe dans les pays anglo-saxons. L'encadrement scolaire, il y a quand même une raréfaction massive des médecins scolaires, peu d'infirmières scolaires temps plein, donc peu de repérage, très peu d'encadrement éducatif, même si ça commence à se développer dans les collèges et lycées. Une majoration de la fracture sociale, de l'écart entre le public et le privé, qui fait de certains établissements des bombes à retardement, où en fait, même quand les ados vont à peu près bien, en fait, l'ambiance globale fait que ça ne permet pas non plus d'aller très bien. L'aberration de Parcoursup, moi, j'ai jamais vu un truc aussi fou que ça, quoi. Travaille pour avoir ton bac, mais peut-être tu feras jamais ce que tu veux plus tard. Enfin, je ne comprends pas ce système. Et chaque année, moi, j'ai des dépressions réactionnelles parentales à Parcoursup. Des parents qui sont au bord du suicide. Enfin, je veux dire, vraiment, ça les rend dingues. Ça rend fou, ce truc. Il y a quand même aussi la question de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, on a absolument stimulé l'augmentation des informations préoccupantes et des signalements, ce qui est une bonne chose. Je veux dire, moi, quand je suis arrivée à l'hôpital Necker, on avait un problème statistique, c'est qu'il n'y avait aucun signalement qui partait des urgences de l'hôpital Necker. C'est louche. Parce que, étant l'hôpital Necker, forcément, on voyait des trucs pas nets. Bon, on a multiplié par 9 ou 10 notre activité de signalement, mais le problème, c'est que l'aide sociale à l'enfance est complètement saturée. Donc, dire aux parents, on va signaler une situation sociale pour que vous ayez de l'aide, parce qu'il ne s'agit pas de placer les enfants avec l'aide sociale à l'enfance. Et qu'ensuite, elle arrive 9 mois après, par quelqu'un qui appelle et qui dit « je suis prêt à vous recevoir dans 6 mois », ça perd de son sens symbolique, quoi. Voilà. Et par ailleurs, évidemment, le drame de l'hôpital qui s'effondre, qui coule, quoi qu'on en fasse, quoi. Il y a une majoration des demandes d'hospitalisation, mais du coup, il n'y a pas de place, donc il y a des situations en attente, donc il y a plus de passages à l'acte, et du coup, les urgences sont saturées. Enfin, c'est un truc qui tourne en rond. Voilà. Et il y a quand même aussi ce paradoxe sociétal, quoi, où finalement, devant l'échec de l'organisation, entre autres des services publics, il y a quand même ce catastrophisme et cette perte de confiance dans le système et dans la science, qui entraîne la majoration des croyances. Enfin, moi, j'ai beaucoup de gens qui arrivent avec ce que Sophie 79 a dit sur Doctissimo, sur le traitement que j'avais prescrit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un combat de tous les jours, ça.
Je ne sais pas qui est Sophie 79, mais quand même, c'est un combat de tous les jours, cette personne, pour moi. Il y a une conjoncture économique qui est quand même terrible aussi depuis le Covid et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus financer les soins. Enfin, c'est une réalité. Accéder à une psychothérapie, c'est un challenge pour certaines familles parce que du coup, c'est pas remboursé. Il y a une majoration du burn-out des parents, ce qui n'améliore pas la santé mentale des jeunes. Enfin, on leur dit, vas-y, va bosser toute ta vie pour pouvoir te payer ta crise de la quarantaine. Voilà, il y a une vraie perte de sens, une injonction au bonheur. Enfin, il faut absolument être joyeux, heureux, rester Peter Pan, rester enfant surtout. Je veux dire, ça voilà. Mais en même temps, il ne faut pas trop picoler. Je ne sais pas trop comment ça marche si on sort de l'école de commerce mais qu'on doit y retourner. Il y a une idéalisation de l'enfance. Nos enfants doivent être heureux. J'ai jamais vu une génération qui a autant d'activités extrascolaires. Les gens se ruinent, la santé. Je veux dire, il y a un marché des babysitters qui font l'accompagnement école parascolaire, c'est dingo. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a qu'à regarder sur gens de confiance. Enfin, c'est un repère sociologique extrêmement important. Et il faut absolument qu'on profite de la vie à tel point que moi, je vois des gens qui vont en vacances et ils se demandent tous les jours s'ils profitent de leurs vacances. Et du coup, en fait, ils reviennent, ils ne savent pas. C'est un vrai problème. Voilà, je pense qu'effectivement, notre société a raison de combattre certains vieux démons. Enfin, je veux dire, le remodelage de ce patriarcat est tout à fait utile. Mais finalement, aujourd'hui, ça donne un cadre où les limites sont parfois peu structurantes pour les ados. Du coup, les quêtes identitaires diverses et variées ne font que clore parce qu'ils ont du mal à trouver des réponses et des limites. La première question des parents qui arrivent dans mon cabinet, c'est « faudra quand même qu'on trouve 5 minutes pour parler des écrans ». Ça, je vais vous dire, c'est 100% des consultes sur comment est-ce qu'on limite le temps d'écran. Les gars sont dans la salle d'attente sur leur téléphone pendant toute la séance. Je le dis. En tout cas, il y a évidemment les contrastes éducatifs dont je vous parlais. Je veux dire, je vois des familles dont le laxisme est absolu, d'autres dont la rigidité est stupéfiante. Et je ne sais pas, parfois, qu'est-ce qui sera l'issue meilleure pour certains jeunes. Voilà. Donc, effectivement, que faire ? Je voulais quand même vous dire qu'aujourd'hui, ce qui a quand même nettement progressé, c'est la possibilité d'accéder à des informations sur les soins, notamment avec le site Psycom qu'a fait le gouvernement pendant le Covid, qui a été un site d'information très importante sur l'accès aux soins et tout ce qui existait. La possibilité d'ouvrir des sites, des PAEJ, des centres d'accueil anonymes qui permettaient aux jeunes, aux ados de se pointer et de parler de leurs questions addictives, de leurs questions sexuelles, de leurs questions psychiques, où ils peuvent arriver n'importe quel jour sans rendez-vous. Dans les MDA, il y a la maison des adolescents comme la maison de Solène, il y a forcément des urgences sans rendez-vous. Le problème, bien sûr, c'est le délai après, mais en tout cas, ça existe. Donc les idées, on les a. Comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, il faut juste qu'on soit un peu écouté et un peu financé, et ça, parfois, c'est compliqué. Il y a beaucoup, je dirais, d'associatifs aujourd'hui qui remplacent ce que le secteur public ne fait plus. Il y a beaucoup d'entreprises de déstigmatisation de la santé mentale, et je trouve ça très chouette. Il y a une formation des professionnels de santé, mais aussi des professionnels paramédicaux à cette écoute spécifique chez les adolescents. Je vous conseille d'aller voir le site Adomed qui est très utile là-dessus. Et en tout cas, il y a vraiment la possibilité d'augmenter les espaces d'écoute et de parole puisque le seul soin utile en psychiatrie, c'est de restaurer un discours narratif pour un sujet, quel qu'il soit. La touche d'espoir, c'est quand même que moi, je trouve qu'il y a une créativité persistante. Je reçois toutes les photos de la Japan Expo de mes ados trans ou pas trans qui se sont déguisés pour ce jour-là. Et je trouve ça toujours très sympa, cette créativité. Je trouve que l'adolescence est en ébullition. Ils sont révoltés, les ados, dans mon bureau. Ils ont les cheveux de toutes les couleurs et ils sont quand même très en colère contre le système et pour la 6e République. Et moi, je me dis que ça, c'est quand même sympa parce que du coup, ils arrivent à investir des trucs qui ne sont pas que le métaverse. Je trouve quand même aussi qu'il y a une vraie question qu'on aura à se poser, nous, les adultes, sur le rapport au savoir. Parce que dans ce changement générationnel, enfin, ChatGPT en est l'exemple, c'est-à-dire qu'on a un tel accès par tous les moyens techniques au savoir que finalement, faire un devoir à la maison sur Charlemagne, ça n'a plus aucun sens. Moi, j'ai demandé à ChatGPT, il a fait mieux que moi. Voilà. Je lui demande aussi comment parler à mon conjoint, il fait mieux que moi aussi parfois dans certains SMS. Mais du coup, je pense qu'il va falloir qu'on transforme la question du savoir parce que le savoir, ça va plus être pour nous humains emmagasiner une quantité de connaissances pour pouvoir faire des liens. Et la question, ça va bien être comment faire des liens sans avoir pré-emmagasiné cette quantité de connaissances. Enfin voilà, pour pas qu'on se fasse marcher sur des robots comme Matrix l'avait prédit. L'idée, je trouve que les questions d'identité collective, parce qu'elle est complètement en perdition dans la quête comme ça identitaire individuelle qui est particulièrement forte, elle se renoue beaucoup dans l'associatif et dans le local, en fait, puisque le général a échoué là-dessus. Et je trouve quand même aujourd'hui que la force des ados, c'est qu'ils ont des schémas psychiques beaucoup plus souples qu'avant. Ils sont beaucoup moins discriminants. Enfin, je suis très étonnée, moi, par le discours de certains enfants de 9-10 ans sur la question de l'autre, du harcèlement, de la différence. Il y a vraiment quelque chose qui est passé là, dans les écoles de ce côté-là, et qui est pour moi un vrai succès.
voilà, je vous engage, je ne sais pas quelle profession vous exercez, mais en tout cas avoir en tête que la question de la parole et de l'accès à la parole, c'est souvent ce qui est oublié vis-à-vis des ados, dont on sait bien qu'un ado, la première chose qu'il répond à une question qu'on lui pose, c'est « Ah, je sais pas ». Voilà, mais dès qu'on leur donne la parole, pour qu'en fait ils disent un peu ce qu'ils ont à dire, ils l'apprennent. Et c'est ça qui les sauve. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même, quoi que vous reteniez de ce topo, il faut retenir ça, c'est qu'il faut les écouter. Pour ma part, c'est terminé. Je vous remercie. Je passe la parole à Hervé Lefebvre. Bonsoir, Hervé Lefebvre. Donc effectivement, je fais ce binôme avec Lô de la Fourcade du point de vue du pédiatre. En fait, j'ai différencié en fait une activité clinique que j'exerce comme adjoint du professeur Marie-Rose Moreau à la Maison des adolescents de Cochin, qui est une structure qui a 20 ans. On va fêter le 20e anniversaire très bientôt, qui est une structure multidisciplinaire, et une activité clinique que je fais auprès des adolescents malades chroniques sur Necker, qui s'appelle l'équipe mobile de médecine de l'adolescent, où en fait on se déplace dans les services de néphrologie, de cardiologie, d'immuno, etc., pour rencontrer des situations complexes et monter probablement dans les mois qui viennent une consultation de prévention santé chez ces adolescents malades chroniques. Ce qui est un peu paradoxal, mais qui a un certain sens. Et puis, comme ça fait un certain nombre de décennies que j'exerce ce métier, je me suis posé quand même pas mal de questions. Je n'ai pas trouvé les réponses. Et la meilleure façon de trouver les réponses, c'est parfois de se mettre à faire de la recherche. Et donc, on a monté avec quelques collègues il y a une dizaine d'années le groupe de recherche clinique français en médecine santé adolescent, qui a permis de faire des travaux de recherche par rapport aux questions qu'on se posait, de situations qu'on rencontrait. Et puis, parallèlement à ça, puisqu'il faut se nourrir de l'information, on a créé Adomed, qui est un site didactique pour les professionnels de santé, qui permet effectivement d'essayer, je dis bien d'essayer parce que l'actualité est tellement dense et il y a tellement de travail de bibliographie à faire, d'essayer d'être en lien avec cette actualité, de façon à pouvoir se nourrir des questions et d'envisager des modalités de recherche pour y répondre. Donc, les médecines de l'adolescent, du point de vue du pédiatre, c'est une prise en charge biologique, psychologique et sociale. D'où nos interactions extrêmement fréquentes avec la dame que vous avez entendu parler juste avant, puisqu'effectivement, ce sont nos partenaires privilégiés avec d'autres professionnels, que sont les psychologues, les psychomotriciens, les éducateurs, les assistantes sociales. Et évidemment, j'en oublie plein, parce qu'effectivement, il y a tout ce réseau multiprofessionnel, multidisciplinaire qui travaille auprès des adolescents et de leurs parents. La discipline, elle fait face effectivement aussi à plusieurs situations cliniques. Là, on va axer sur des thèmes de santé mentale, mais on peut effectivement voir d'authentiques problèmes somatiques qui ne vont pas justifier de prise en charge psy, si jamais on arrive à les résoudre facilement, comme un retard de croissance, un retard pubertaire ou un diabète bien équilibré qui ne justifie pas une prise en charge aussi complexe. Et donc là, je vais vous présenter 3 situations assez banales pour nous, à la maison de Solène, que sont les troubles des conduites alimentaires, et en précisant le cas de l'anorexie mentale et des enjeux que celle-ci a connus au cours des dernières années, les troubles de la symptomatologie somatique, anciennement appelés troubles somatoformes, et les violences sexuelles, et vous verrez que c'est parfois en lien avec les 2 premiers items. Donc les troubles des conduites alimentaires, en premier lieu, les 3 types de troubles qu'on rencontre le plus souvent selon le DSM-5, qui est le manuel diagnostic statistique américain qui a été publié en 2013, c'est l'anorexie mentale avec ou sans phénomène de purge, la boulimie avec des phénomènes de purge et l'hyperphagie boulimique. Globalement, avec ces 3 entités, il y a à peu près 99,5% des situations de TCA qu'on rencontre. L'anorexie mentale, c'est elle qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est celle qui nous inquiète le plus en termes de retentissement. Et donc, elle se définit par le DSM-5. C'est un diagnostic positif, ce n'est pas un diagnostic d'élimination, on doit faire une CRP, une VS, un bilan hépatique. Non, les cognitions anorexiques, elles sont assez faciles à repérer. Pour un adolescent qui refuse de maintenir son poids au-dessus ou égal à sa norme pour l'âge et la taille, grâce aux courbes d'IMC, avec une peur intense de grossir alors que le poids est bien inférieur à la normale, et il existe une altération de la perception de son poids ou de sa silhouette avec une dysmorphophobie qui influence de manière excessive l'estime de soi, ou parfois un déni de la gravité en disant « je vois pas où est le problème, tout va très bien ». Et donc on a des situations d'anorexie soit pure, sans aucune phase de purge, de boulimie, soit mixte, associant les 2 types de problématiques. Alors quand on regarde l'évolution, et là je vais reprendre un peu ce qu'avait dit Lô de la Fourcade avant, ça c'est une étude. Alors moi
Alors, c'est peut-être une habitude aussi avec le groupe de recherche, mais on essaye d'avoir aussi une vision internationale, parce que le côté franchouillard, auto-centré, c'est intéressant, mais c'est intéressant de voir comment font les autres et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, on observe avant le confinement, en fait, qui correspond à la baisse des consultations et des hospitalisations, une montée progressive des fréquentations à l'hôpital. Donc ça, c'est 16 GHU américains, c'est aux États-Unis. Et puis après la fin du confinement, une explosion des demandes qui dépassait largement la compensation et qui traduit la hausse des motifs de consultation pour anorexie mentale. Au Québec, c'est la même chose. Quand vous regardez, c'est ce que disait Lola aussi, c'est que vous avez une augmentation de la proportion de consultations pour des raisons alimentaires, pour des eating disorders, tant au niveau des consultations qu'au niveau des hospitalisations, alors que les autres entités avaient diminué. C'est-à-dire qu'on consultait moins, en tous les cas, on était moins hospitalisé proportionnellement pour d'autres pathologies que les troubles alimentaires, dont vous voyez la flèche orange qui domine les autres troubles psy. Et ailleurs dans le monde, puisqu'en France, la Fédération française de l'anorexie-boulimie a fait le constat qu'effectivement, il y avait énormément de besoins, qu'il y avait une augmentation des besoins en hospitalisation, qu'il y avait une augmentation des consultations et qu'il y avait vraiment une demande très fournie. Nous, à la Maison de Solène, on voyait débarquer à l'espace santé des situations de cachexie adressées par le médecin traitant pour une prise en charge, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes en aval, on le verra après. Et effectivement, en Espagne également, ça c'est en Espagne, vous observez à peu près la même chose. Donc, le processus de l'anorexie mentale et l'augmentation de la prévalence de ce trouble et de la nécessité du soin, elle est internationale. Alors, ce qui était nouveau par contre au niveau clinique, c'est que donc, on avait une augmentation du nombre de cas, on avait une prévalence qui était largement supérieure à ce qu'on avait observé avant, même si avant elle progressait déjà, avec des tableaux qui étaient plus sévères. Globalement, on a observé des demandes d'hospitalisation qui ont plus que doublé, avec des présentations plus graves. Aujourd'hui, notre gros souci, c'est l'aphagie. C'est des adolescents qui décident de ne plus manger et de ne plus boire. Globalement, la durée moyenne de survie dans ces situations, elle est très courte. Donc on a passé un niveau, c'est-à-dire qu'avant, on avait une adolescente qui se cachait, qui maigrissait tranquillement, qui perdait quelques kilos par-ci par-là, qui arrivait à masquer en faisant la cuisine à tout le monde, en jouant du piano et en ayant 20 sur 20, pour se retrouver à une situation d'emblée, en situation hémodynamique, de gravité clinique. Et ça, c'est nouveau. Donc un côté beaucoup plus brutal, beaucoup plus inquiétant, et qui, de notre point de vue, nécessite des prises en charge en urgence, ce qui n'est pas toujours facile à faire entendre à des réanimateurs ou à des urgentistes, parce qu'ils savent derrière que la gestion d'un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas la gestion d'une angine de poitrine ou d'une infection standard. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que, comme disait Lola Fourcade, c'est qu'on a assez peu de moyens pour prendre en charge cette demande croissante d'adolescents. On a des structures qui existent, mais qui sont totalement saturées. Quand on voit un adolescent à la Maison de Solène pour anorexie mentale, il y a un hôpital de jour de dépistage et prise en charge précoce. Parfois, ça prend la journée au médecin senior pour trouver une place. Et parfois, on ne trouve pas de place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renvoie chez lui? Est-ce qu'on arrive à convaincre un service d'urgence de le prendre? Voilà, on en est là. Donc, on est dans une situation de soins qui est dégradée parce qu'on n'a pas une adéquation entre les besoins et les moyens. Et donc, ce d'autant que derrière, en aval, les services qui vont prendre en charge ces patients vont devoir gérer les troubles hémodynamiques. Bon, ça, c'est assez facile. La renutrition, ça, il faut être un peu spécialisé. Mais après, toute la prise en charge qui consiste à faire ce travail individuel, ce travail familial, mettre en place les thérapies qui demandent beaucoup de patience, des personnels formés, parce qu'une patiente anorexique mentale, elle va pas bien et le clivage fait partie de ces difficultés, de ces troubles et les équipes le prennent en pleine face et donc il faut vraiment être habitué à pouvoir gérer ce genre de situation pour l'aider. La deuxième situation, c'est les troubles à symptomatologie somatique. On appelait à une époque des troubles, des douleurs chroniques et plates médicalement inexpliquées, ce qui a été enlevé parce que c'était péjoratif. Et le terme également classiquement utilisé, c'est des troubles somatoformes. Alors là aussi, il y a une définition du DSM-5 qui est assez simple. C'est-à-dire que c'est un ou plusieurs symptômes, comme les fatigues, les douleurs, qui entraînent une détresse ou une altération significative de la vie quotidienne. Et c'est associé à un ou plusieurs signes, parmi lesquels des pensées disproportionnées ou persistantes sur la gravité des symptômes, un haut niveau d'anxiété à propos de la santé et de ses symptômes, un temps ou une énergie excessive dévouée
à la santé ou ses symptômes. Et ça doit durer plus de 6 mois de façon continue ou discontinue. Donc c'est un trouble qui est caractérisé par sa persistance, par un aspect envahissant et des réponses souvent excessives ou inadaptées par rapport à la plainte. Donc, parmi ces troubles à symptomatologie somatoforme, les douleurs sont extrêmement présentes. Elles concernent plus de 10% des adolescents. Parmi ces patients douloureux, elles peuvent associer être seules ou en association. Vous voyez les pourcentages en fonction des âges, des céphalées, 50 à 75% à 15 ans. Les maux de ventre et les céphalées, en fonction des âges, les pourcentages varient. Et donc, vous pouvez avoir des situations fluctuantes d'association symptomatique, en sachant que parfois, on finit par trouver une cause organique à ces troubles, d'accord, mais que souvent, on ne trouve pas de cause purement organique, même s'il y a une explication physiologique, physiopathologique à l'existence de ces douleurs. Donc évidemment, ces symptômes ont été majorés aussi par le Covid. Il y a pas mal de publications qui ont parlé de ça. Il y avait même des chevauchements parfois avec la notion de Covid long, même s'il faut être prudent par rapport à ça. C'est des publications qui datent de 2022, donc c'est des travaux qui sont antérieurs à cette période. Il y a d'authentiques Covid longs qui sont définis avec une nécessité de réadaptation à l'effort, avec une nécessité de cicatrisation de certaines difficultés ou lésions. Voilà, mais en tous les cas, il y avait comme ça une association possible entre Covid long et troubles à symptomatologie somatique. Alors là, c'est un point de vue médical de Sainte-Justine à Montréal, en fait, du service de médecine de l'adolescent qui a essayé d'évaluer quelle était la proportion de consultants, de médecins qui voyaient ce type de trouble. Et la moitié à peu près a répondu. Sur cette moitié, 93% disent avoir déjà été consultés pour ce type de trouble, quel que soit le mode d'entrée, que ce soit les consultations, la consultation spécialisée ou les urgences. Et 40% de ces répondants ont déclaré qu'ils avaient une augmentation du nombre de symptômes comme ça inexpliqués ou de symptomatologie somatoforme dans leur consultation. Donc on voit à droite, vous avez, faut que je mette mes lunettes, dans 6 à 10% des médecins, vous avez à peu près 25% des médecins qui voient 6 à 10% de patients souffrant de ce type de trouble, et on peut avoir 8 à 10% à peu près qui voient jusqu'à 50% de patients souffrant de ce type de symptômes somatiques. Et parmi ces symptômes, le premier qui vient, c'est la fatigue, le deuxième, les douleurs abdominales, les céphalées, la fragilité qui a une prévalence un peu plus élevée, puis ensuite vous avez les vertiges, les crises épileptiformes, les nausées et les paresthésies. En sachant que ces adolescents, nous, quand on les voit en consultation, ils sont dans une situation de grande souffrance parce qu'ils ont souvent un parcours médical très compliqué, qui a plusieurs mois d'évolution, avec un risque de domanisme médical, avec un risque de multi-exploration. C'est des enfants qui ont parfois été jusqu'à des biopsies, des fibroscopies, beaucoup d'explorations, qui ont un risque iatrogène et qui ont un risque aussi de découvrir ce qu'on appelle des incidentalomes, c'est-à-dire qu'on tombe sur quelque chose qui n'explique pas du tout la clinique. Alors parfois c'est bien parce que ça permet d'avoir une action très préventive, mais parfois ça crée un peu de difficulté quand on a un kyste, par exemple au niveau du cerveau qui est absolument pas pathogène, mais que vous avez des céphalées, forcément ça renforce la symptomatologie. Et puis derrière, il y a beaucoup de prises en charge médicamenteuses, antalgiques, avec des enfants qui ont des ordonnances extrêmement longues de traitement antalgique avec une faible efficacité. Et derrière, cette souffrance physique, il y a évidemment une souffrance psychologique. Alors même si c'est compliqué pour eux d'entendre dire qu'ils peuvent souffrir psychiquement, puisqu'ils mettent en avant le symptôme somatique, mais on arrive au moins à leur faire entendre que du fait de la chronicité de ces douleurs, ils souffrent psychiquement forcément. Et à ce moment-là, à partir du moment où ils considèrent que cette douleur, qu'elle soit physique ou psychique, pour nous, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de la prendre en charge. Ça leur permet d'avoir cette transition possible entre le soma et le psy. Moi, quand je leur dis, vous savez, vous avez un cerveau et c'est plutôt une bonne chose, globalement, ils sont plutôt d'accord et ils adhèrent plutôt à l'idée qu'ils peuvent ressentir des choses et qu'émotionnellement, ça a un impact évident sur leur symptomatologie douloureuse. Évidemment, c'est des adolescents qui ont des grosses difficultés scolaires. Ça fait s'arracher les cheveux aux établissements, aux parents, voilà, avec des absentéismes, voire des déscolarisations. Ça a un impact également social. Alors, ça dépend. Parfois, quand c'est associé à une anxiété très scolaire, ce sont des enfants qui peuvent poursuivre des activités extrascolaires avec des adolescents, mais être complètement réfractaires à l'idée de pouvoir se rescolariser. Et puis, au niveau systémique, vous avez parfois des familles qui sont complètement centrées sur la douleur, sa prise en charge, les consultations, le fauteuil roulant, la MDPH, etc. Et donc, toute leur vie tourne autour de la prise en charge de cette douleur, ce qui peut être
parfaitement entendables. Donc ce sont des troubles plus fréquents, dont la prise en charge est difficile parce que c'est des patients qui peuvent arriver avec des idées diagnostiques extrêmement ancrées, qu'il va essayer de falloir accompagner, peut-être confirmer ou peut-être redresser le diagnostic, ça dépend, mais en tous les cas, il ne faut pas être pressé et ça demande classiquement des structures multiprofessionnelles. Alors la Fondation Santé étudiante de France monte ça à RIST, par exemple, ou dans d'autres structures de soins-études qui permet effectivement une prise en charge à la fois psychique, physique, avec de la rééducation, certaines médecines douces, de la relaxation. Il y a beaucoup de travail qui est fait, mais au-delà du travail thérapeutique, il y a aussi un travail de formation à faire pour les médecins de première ligne qui orientent ces patients pour éviter qu'on soit dans l'escalade qui souvent complique les choses. Enfin, pour finir, la situation des violences sexuelles qui peuvent... que l'on interroge, nous, en médecine d'ado, systématiquement. Vous verrez à la fin comment on procède rapidement, en considérant que, parce que la sexualité, de point de vue hormonal pour le développement pubertaire et par rapport aux relations amoureuses et relations sexuelles futures, est au cœur du développement adolescent. L'âge médian des premiers rapports sexuels, je ne sais pas si vous en avez une idée en France, 17. Et il n'a pas bougé depuis un moment. Alors, évidemment, un âge médian, ça veut dire que vous avez de chaque côté des extrêmes et vous avez des relations sexuelles très précoces avant 13 ans, mais vous avez 20% d'adolescents qui n'ont pas de relations sexuelles avant 19, 20 ans. Voilà. Donc, il faut pouvoir parler à tous les ados, ceux qui sont concernés ou pas par les relations sexuelles. Et globalement, en clinique, on n'est pas bon, si vous voulez, on oriente un peu la santé sexuelle sur le risque d'infection et le risque de grossesse. Et on n'interroge pas suffisamment l'orientation sexuelle, le genre et les violences sexuelles. Alors que les études qui ont pu être réalisées rapportent 15% d'adolescents qui ont des relations sexuelles non consenties par coercition physique, psychique ou chimique. C'est l'histoire des drogues qui peuvent être mises dans les verres, etc., ou lors de l'alcoolisation. Et ça entraîne une symptomatologie qui est multiple. Et vous allez retrouver plein de symptômes, plein de pathologies dont a parlé le docteur Fourcade, concernant la lignée mentale avec le syndrome de stress post-traumatique, tout ce qui est dépressivité, les troubles des conduites, les comportements à risque, les TCA dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est plus la boulimie, l'hyperphagie boulimique que l'anorexie mentale pure, mais ça peut exister. Les troubles somatoformes, les douleurs chroniques, pelviennes, abdominales, et des céphalées, les signes urodigestifs, les scarifications, que j'ai mis dans le soma, mais qu'on gère au niveau soma, mais qui traduit une tension psychique intense. Et c'est l'association de ces symptômes, leur répétition et le fait qu'ils soient associés à des consultations répétées qui doivent faire évoquer cette possibilité que ces adolescents puissent subir ces violences. Alors effectivement, c'est un sujet malheureusement qui est de plus en plus su. Alors les violences sexuelles, elles existent depuis des siècles, je pense, mais on est aujourd'hui en train d'en prendre conscience. Là, c'est la campagne de sensibilisation qui a été démarrée par la secrétaire d'État. Je ne sais pas si vous avez vu les clips, ils sont assez saisissants. Voilà, parce que globalement, on considère qu'un enfant, toutes les 3 minutes, moins de 18 ans, subit soit un viol, soit une agression, et soit du harcèlement sexuel. Donc, pour conclure, il y a 2 choses. D'abord, qu'effectivement, ce processus ado, il nécessite un processus d'autonomisation, des relations avec ses pairs, se séparer un peu de ses parents, explorer l'extérieur à travers la vie scolaire, associative, sportive, etc. Et que globalement, les adolescents ont été dans l'angle mort de la pandémie de Covid. C'est-à-dire qu'eux, on ne les avait pas vus. Ils n'étaient pas très malades, ce n'est pas eux qui allaient aux urgences. On a décrit quelques rares cas de maladies inflammatoires exceptionnelles chez certains. Mais globalement, on sent qu'aujourd'hui, ce sont effectivement des victimes qui commencent à s'exprimer. Je vois des ados qui me disent, voilà, moi, je n'ai pas pu expérimenter de pouvoir aller sans masque, faire un week-end, participer à certaines activités avec d'autres ados. Ils ne connaissaient pas ma tête. Depuis, je suis un peu gêné. Voilà. Alors, on n'aura pas de génération Covid, enfin j'espère. Mais en tous les cas, on aura des adolescents qui auront raté quelques années de leur vie à cause de cette infection. Donc, pour finir, notre façon de procéder systématiquement, et ça, c'est si les médecins de première ligne peuvent le faire, qu'ils soient pédiatres ou médecins généralistes, est d'interroger systématiquement ce qui se passe au domicile, au niveau alimentaire, au niveau éducatif, dans les addictions, la prise de drogue, la sexualité,
les idées suicidaires et la prise de risque. Je pense que si on arrive à caser, et c'est assez simple en fait, bon après probablement qu'avec l'expérience ça va plus vite, mais et puis avec des consultations plus longues, parce qu'une consultation d'un médecin traitant qui dure 10-15 minutes, moi j'ai une demi-heure, donc c'est pas énorme, mais globalement on peut interroger assez facilement. Donc c'est l'acronyme AIDS qui est dans toutes les bonnes publications, qu'on a essayé de changer en français mais qui donnait rien en fait. Donc on l'a laissé en américain. Mais voilà, c'est une façon d'avoir une idée de la situation psychologique et sociale des ados, ce qui nous permet de faire de la prévention et de dire tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on puisse travailler ça avec l'adolescent ou ses parents un peu plus tard, ou éventuellement se faire aider par une prise en charge psychologique ou effectivement pédopsychiatrique si on est inquiet. Voilà. Alors, pour les remerciements, je voudrais remercier Jean-Yves Frappier, Chantal Stenert, Camille Weber et Corinne Blanchet, qui est celle qui s'occupe des troubles du comportement alimentaire à la Maison des Ados. Parce qu'ils m'ont passé quelques dias que j'ai pu retravailler, parce qu'on a eu le sommet français, le sommet adolescent du réseau francophone, en juin à Necker, qui était sur ces thématiques-là, puisque ce sont des thématiques évidemment d'intérêt et d'actualité et internationale. Puis je voudrais également remercier le groupe Pasteur Mutualité, parce qu'ils nous aident au niveau du mécénat, sur le site Adolescence et Médecine, voilà, qui est un site que j'ai créé il y a quelques années, qui a à peu près 1700 inscrits aujourd'hui, et qui essaie de se développer avec des webinaires, des interviews d'experts, avec pas mal d'interventions qui nous permettent de nous nourrir de l'actualité scientifique et sociale, quelle que soit la discipline, de façon à poursuivre notre intérêt pour ces jeunes adolescents qui le méritent bien. Je vous remercie. Merci à vous deux. Je crois que là, on va avoir pas mal de questions. Vous aviez parlé tout à l'heure, Dr Fourcade, de l'importance des associations. Il y en a ce soir, évidemment, dans la salle. Peut-être des questions vont émaner de la part de ces associations. Qui souhaite prendre la parole ? Oh. Merci. Bonsoir, je prends la balle au bon parce que je suis Karine, Croix-Rouge française, donc je suis une des représentantes du tissu associatif. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je m'interrogeais justement sur le rôle, selon vous, que pouvaient jouer les associations, la société civile. Voilà, il y a beaucoup de communautés aussi d'entraide aujourd'hui qui se forment, tant sur les enjeux de prévention, donc en amont peut-être, ou pour de la détection peut-être, ou en prise en charge, alors pas médicale, mais peut-être dans tout ce qui est autour. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'initiatives qui se montent. Comment est-ce que vous percevez ça et comment est-ce qu'on pourrait davantage les encourager ? Voilà, merci. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de votre question parce qu'effectivement, moi, je trouve que c'est très riche la vie associative actuellement. Je pense que beaucoup de gens se retrouvent peut-être là-dedans, en tout cas dans leur vie aussi aujourd'hui, dans l'idée de participer au collectif par ce biais-là. Moi, je suis très sensible au fait qu'aujourd'hui, il disparaît quelque chose qui avait été à un moment précieux, qui s'appelait les éducateurs de rue, qui étaient des gens qui allaient récupérer les mômes qui étaient un peu en errance dehors, en sachant pas quoi faire, ou qui étaient... la phobie scolaire et sociale, c'est une espèce de mal du siècle là, qui a augmenté. On a oublié que l'école buissonnière a oublié de tout, existait de tout temps, mais il y avait aussi l'idée qu'on pouvait faire autre chose, un peu hors les murs de l'école. Et je trouve que renouer du lien social en dehors de la délinquance par des activités qui peuvent exister à l'extérieur des établissements scolaires, ce serait une vraie place pour l'associatif, selon moi. Et je pense que ça permet plusieurs choses. Ça permet de renouer le socius qui a été complètement disloqué avec l'épidémie du Covid, donc la possibilité qu'il y ait un lien social autre que le lien dans les institutions scolaires, ce qui est hyper utile pour les jeunes qui vivent très mal leur scolarité, qui sont harcelés. Enfin, ça leur permet de rencontrer d'autres espaces, d'autres adultes, d'autres modèles que les modèles familiaux et pédagogiques qui leur sont présentés. Ça permet de développer la créativité, le lien humain, l'empathie, enfin un peu tout ça. Et je trouve que l'associatif aurait vraiment sa place là, surtout que quand se noue un lien, et c'est surtout dans le transfert, quoi, enfin, entre un adulte et un jeune, qu'il y a un lien qui se noue, il y a un moment où on peut dire, dis donc, ça va pas fort en ce moment, t'as pensé à en parler à quelqu'un. Et c'est ce que disait de tous les petits... Enfin, j'étais tout à fait d'accord, enfin, évidemment avec l'ensemble du topo d'Hervé Lefebvre, mais particulièrement avec les dernières diapos, c'est-à-dire qu'on oublie de poser des questions qui se posent assez simplement.
Moi, je leur dis, ah oui, au fait, ça va comment ta vie amoureuse? Ah, excuse-moi, je suis mal polie, j'ai oublié de te demander, tu préfères les filles ou les garçons? Enfin, tu sais déjà, tu sais pas comment ça se passe, t'as une idée, ça t'a traversé la tête, c'est des questions que tu te poses ou pas du tout, c'est très loin de toi. Enfin, et en fait, ils le vivent jamais de façon intrusive, hein. Ils sont très contents de pouvoir parler un peu de ça, quoi. Et quand il y a des déviances, des choses, enfin, il faut que le lien de confiance et de conscience, du coup. Parce qu'en fait, le signe principal des violences sexuelles, c'est quand même l'amnésie des troubles. Et du coup, ça se révèle ensuite dans les thérapies de jeunes adultes ou d'adultes que je reçois. C'est parfois dans un lien de confiance avec un adulte qu'on peut tout d'un coup se mettre à se rappeler des choses et à parler, quoi. Voilà, je pense, la place de l'associatif. Et aujourd'hui, pour moi, c'est crucial parce que cette place est vacante et elle nécessite ça. Une place aussi très importante dans la question de la déstigmatisation, parce que je trouve que le handicap est encore très stigmatisé. Et je trouve que les assos font beaucoup de choses de ce côté-là pour mettre en valeur le côté artistique, le côté créatif, enfin tout ce qu'on peut faire quand on a du handicap et c'est formidable. Voilà. Merci, madame. Anne de Dan, moi je suis conseillère d'un parlementaire. Qu'attendez-vous encore éventuellement des politiques? Tu t'y colles? Je commence parce que là, ça peut durer longtemps. Ah non, non, au contraire. Vas-y. Je commence. Alors écoutez, j'attends beaucoup des politiques. J'attends beaucoup. Sur un plan moral et personnel en tant que mère, j'espère que les politiques d'aujourd'hui vont redonner foi en la politique à mes enfants et mes ados. Personnellement, parce qu'il y a quand même un abandon de l'engagement politique et civique des jeunes et le taux d'absentéisme à chaque élection me désole. Donc déjà, en tant que citoyenne, voilà ce que j'attends des politiques d'aujourd'hui. Par ailleurs, sur les politiques, j'attends énormément sur une décision ou en tout cas un engagement du côté de ce qu'on attendrait du service public aujourd'hui, des moyens qui sont donnés au service public pour réaliser sa mission, parce que la seule chose que j'ai croisée dans le service public, c'est des acteurs extrêmement motivés, quel que soit leur niveau, leur place dans ce service, mais qui souvent disent tous la même chose, c'est qu'on ne leur permet pas aujourd'hui d'avoir les moyens de réaliser leur travail correctement. Une vraie discussion sociétale à ce sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève encore du public et qu'est-ce qui relève plus du public et du financement public. Enfin, je pense que c'est une discussion sociétale qui est attendue sur ce sujet parce que ça permettrait une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs autour de la santé, mais aussi dans la justice, l'encadrement des mineurs isolés, l'aide sociale à l'enfance, l'école. Je dirais que c'est vraiment un ensemble et l'ado, c'est le stigmate de la société. Enfin, c'est le stigmate de la société d'aujourd'hui, mais aussi de celle de demain. Et je crois qu'en étant particulièrement vigilant à tous les espaces par lesquels ils passent pour se constituer en tant que citoyen, on fait notre action politique. Enfin voilà, pour moi, j'attends beaucoup des politiques sur une réflexion, peut-être d'une meilleure coordination aussi des moyens qui existent aujourd'hui. C'est ma réponse. Alors, ouais, moi, ce que j'attends des politiques... Alors, d'abord, je leur souhaite beaucoup de courage aux politiques. Parce que, globalement, on est quand même dans une société où rien ne va. Et qu'on ne sait pas les transports, c'est le prix de l'essence. Qu'on ne sait pas le prix de l'essence, c'est la santé. Qu'on ne sait pas les santé, etc. Donc, je leur souhaite d'abord beaucoup de courage pour essayer de gérer toutes ces difficultés. Alors, du point de vue plus médical, il y a des enjeux, il y a des arbitrages à faire. On sait très bien que tout ce qui se passe, ça ne se passe pas au ministère de la Santé, ça se passe au ministère du Budget. C'est la décision de modifier ou pas le déficit, parce que notre santé coûte de l'argent, que ce soit douloureux ou pas, parce qu'on croit toujours que les soins sont gratuits, mais quand vous passez aux urgences, quand vous êtes hospitalisé, c'est plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros les 24 heures, et si vous allez en réanimation, c'est 10 000 euros les 24 heures. Pour tout ça, à la fin, ça coûte. C'est un choix de savoir si on décide de payer des impôts pour rembourser des emprunts qui financent notre santé ou pas. Et je pense que même nous, Français, on n'est pas clair là-dessus. On n'est pas clair. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que si vous faites un micro-trottoir, on vous dise « ouais, c'est la santé qui m'intéresse ». Parce que quand vous êtes en bonne santé, qu'on dépense des milliards pour la santé, ça vous est égal. Quand vous êtes concerné par un enfant ou quelqu'un qui est polyhandicapé, qui a besoin de beaucoup de soins, qui a besoin d'un système de transport, qui a besoin d'un système d'éducation spécifique avec des aides, etc., là, vous êtes confronté au problème. Et c'est toujours une histoire de grand nombre.
qu'ils soient financiers ou qu'ils soient en termes de fréquence. Voilà. Donc, évidemment, c'est des arbitrages à faire, mais je pense que c'est les politiques feront les arbitrages que leur demandent de faire les Français. Je suis permettez, la santé pour 86% des Français. Mais les Belges ne veulent pas payer ni plus d'impôts ni plus de petits. Ben voilà, tout est dit. Et donc le politique, lui, après, Il fallait peut-être pas poser les deux questions. Il fallait peut-être rester à la première en disant la conséquence de votre réponse, c'est celle-là en termes d'impôts. Parce que si vous posez les deux, vous vous coincez. Une dernière question, parce qu'on est allé un peu loin dans le temps. Bonsoir. Moi, je voulais savoir quel était votre rapport à l'innovation et si vous étiez en lien avec certaines startups et est-ce que vous voyez, dans ces nouvelles solutions, certaines solutions à tous les paradoxes que vous avez évoqués, soit la digitalisation du parcours patient, la quantification de certains paramètres, des choses comme ça. Alors, je m'attendais à ce que vous parliez de l'intelligence artificielle. Mais D'autres étapes avant. il y a d'autres. Alors, c'est vrai que classiquement, il y a l'idée d'avoir une démarche de recherche clinique qui va utiliser beaucoup de data. Et c'est ce qu'on appelle l'utilisation des big data, en tous les cas, en santé publique et pour essayer de définir des trajectoires. Moi, je crois beaucoup à la trajectoire qui est possible et où peut s'inscrire ponctuellement ou durablement un adolescent au cours de sa vie et qu'il faut particulièrement surveiller ou être attentif. Ça, c'est un aspect, effectivement, où l'innovation est importante et il faut mouliner des données dans tous les sens avec des statisticiens, avec des gens qui sont extrêmement compétents par rapport à ça. Puis après, vous avez l'aspect utilitaire pour les adolescents. Et ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est que c'est comme tout, c'est comme les réseaux sociaux, ils changent. C'est-à-dire qu'avant, c'était Facebook, puis Instagram, puis TikTok. Et en fait, quand on leur propose des applications pour gérer telle ou telle pathologie, où il y a un phénomène de lassitude, et puis il faut qu'ils passent à autre chose, il faut qu'ils zappent. Et donc, il faut être hyper attentif à cette évolution sociale des adolescents qui cherchent tout le temps l'innovation et qui peut les accrocher durablement. Mais ça, après, c'est votre boulot si vous travaillez là-dedans pour essayer de les captiver. Donc, il y a deux aspects, l'aspect professionnel et puis l'aspect des ados qui les deux sont intéressants, complémentaires. Merci. Je pense qu'on a fait le tour et en tout cas, on peut continuer. Il y a une dame qui lève le bras à droite. Ah, bon. Ouais. Alors, la vraie dernière. La dernière question, moi je suis écoutante sur le dispositif Fili Santé Jeune. Donc on a énormément d'appels et peut-être même une recrudescence des appels malgré la création de 3114 et des parents même parfois, étonnamment. Enfin, voilà. En sachant que les CMP parfois sont surbookés et que parfois aussi les MDA c'est compliqué, les PAVJ aussi. On oriente parfois sur mon parcours psy qui a changé de nom encore, maintenant c'est mon soutien psy. Et c'est difficile de les orienter là-dessus, sachant qu'il y a peut-être 7% à peu près de psychologues qui sont inscrits. Moi, ma question, c'est en tant que professionnel en libéral ou non, quelles seraient les améliorations? Parce que c'est la seule solution gouvernementale qui nous a été proposée. Quelles seraient les améliorations qu'on pourrait donner à ce dispositif? Alors, c'est un excellent dispositif et les campagnes de pub ont été formidables. Je pense que ça a permis à beaucoup de jeunes de savoir quoi faire dans des moments compliqués et pas que pour eux. C'est ça qui était intéressant dans ce dispositif. Vous dites que les parents appellent, mais il y en a qui appellent pour des copains. En disant, j'ai un ami qui a des idées suicidaires, je sais pas comment faire, il n'en a parlé qu'à moi. Enfin, ça rompt l'isolement. Ce qui est quand même déjà... En fait, vous faites du soin, sans le savoir. C'est-à-dire que j'entends bien votre détresse pour orienter, mais je pense que vous faites du soin. C'est-à-dire que parler, redonner la parole, remettre du sens à une demande, c'est déjà soigner sur le plan psy. On n'est pas pareil après le coup de fil. Voilà. Je pense que quand même, une des questions, c'est d'envisager... Il y a bien sûr les dispositifs de soins qui sont sursaturés, et ça, pour l'instant, on n'a pas de recette miracle pour former les gens plus rapidement et les inclure dans les dispositifs de soins. Mais par contre, faire le tour de ce qui existe comme ressources autour d'un adolescent, et il y en a en fait,
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton collège à qui tu peux parler, une infirmière, un adulte, un CPE, un éducateur, enfin, voilà, avec qui tu vas pouvoir poursuivre cette discussion? Est-ce que tu sais que tu peux rappeler sur ce numéro si jamais tu as besoin? Enfin, je pense que c'est des choses importantes et pour motiver les professionnels de santé à s'inscrire dans votre dispositif, il y a clairement une question de rémunération de la consultation psychologique qui est là où le bas blesse, quoi. C'est-à-dire que le prix qui a été accordé aux psychologues pour faire partie de ce dispositif, c'est moins que le prix de mon coiffeur, quoi. Je veux dire, il y a un moment où vous parliez de qu'est-ce que les politiques peuvent faire, mais enfin, quand même, c'est méprisant, quoi. Et donc, effectivement, il y a très peu de psychologues qui participent à ce dispositif, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas possible de rémunérer les gens comme ça, alors que je pense qu'il y a des gens qui étaient tout à fait engagés et volontaires pour faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir poursuivre, mais avant de vraiment terminer, je voulais vous signaler la date du prochain pitch et bien sûr son thème, c'est le 22 novembre. Et le pitch portera sur la résistance aux antimicrobiens, qui est un véritable problème de santé publique. Nous avons de plus en plus de mal à venir à bout des micro-organismes qui nous cherchent des noises. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.